François, bon, les carnets. L'autre jour, je suis descendu à Montparnasse, puis c'est sur ces grands espèces de panneaux idiots là, qui ensuite, il y avait un livre qui faisait sa pub, lu en une journée. Oh, tu crois ça, que ça fait de la pub à un livre, ça? Ben ouais, mais des fois, ça arrive. Par exemple, moi, là, Emmanuel Pierrat, l'affaire Céline, je ne l'ai pas lu en une journée, mais je l'ai lu en 2 après-midi. Au point que, là, tu vois, puis ce matin, je me dis, il faut que tu prennes ce petit temps-là d'une vidéo à chaud, et tu te dis, mais je l'ai lu tellement, comme ça, comme un genre de polar, de thriller, avec les méchants, avec les ombres, avec les coups fourrés, et tout ça, que tu te dis, est-ce que je vais vraiment pouvoir en parler? Bah, ça fait rien. On essaye. Alors Emmanuel Pierrat, c'est pas la première fois que j'en parle, c'est quand même un drôle de gars, il dort que 2h30 par nuit, je crois qu'ils sont une vingtaine en France à avoir cette espèce de... Non, c'est pas une maladie, c'est tout simplement un truc que tu as pas besoin de plus récupérer que ça, donc le soir il est sur une espèce de chaise longue, il voit les heures, bah oui, mais il en profite pour lire et écrire, et c'est pour ça que cette espèce de suractivité, des fois, ça peut nous troubler. La dernière fois que j'en avais parlé ici, là, sur la chaîne, c'était ce guide. Là, un guide, ouais, vous voyez, plus de 800 pages. L'auteur, ses droits et ses devoirs. Rien que le titre. Et la construction, la table des matières, bon, moi, c'est devenu un usuel. Il y avait longtemps là, qu'on avait besoin que ce soit renouvelé. C'est en folio essai inédit, donc chez Gallimard. Oh, c'est pas sûr que le Pierrat puisse republier de sitôt chez Gallimard. Est-ce que c'est un moyen d'ouvrir l'affaire Céline? Reprenons l'histoire, ça fait jamais de mal. Moi, c'est un gars qui s'appelle Jean-Pierre Thibaudat. Je l'ai rencontré plein de fois à Nancy, du temps que je travaillais avec Charles Torgman et le Centre dramatique national. Il était chargé du théâtre à Libération, mais il avait un grand intérêt aussi pour ce festival là, que Charles Torgman avait développé sous le nom de Passage, des gens d'Irkoutsk, enfin en tout cas l'Europe de l'Est, et puis jusqu'à aux confins là, de la Sibérie et de l'Asie, et Thibaudat était toujours là pour faire le lien. Donc on s'est trouvé plein de fois, même là, casser la croûte ensemble parce qu'on était sur le pont là, de ces boulots, et j'imagine Thibaudat qui m'aurait dit d'un coup, tu sais ce que je fais en ce moment, les soirs? Eh bien, j'ai 6000 pages de Louis-Ferdinand Céline que personne n'a jamais vu que moi, et je suis en train de les recopier, de les transcrire. Je leur dis, Thibaudat, tu te moques de qui? Ben ouais, mais c'était ça. Alors, évidemment, les manuscrits de Céline, là, depuis 2 ans, bientôt 3, c'est un feuilleton, certainement, donc ça veut dire qu'on a tous l'impression de connaître, ça veut dire aussi que le manuscrit principal, Guerre, oh là là, il n'était pas sitôt publié, qu'on le trouvait déjà en e-pub dans les circuits, évidemment, maintenant, ça fait partie et du patrimoine, mais c'est ce que Pierrat répète sans arrêt, c'est dans ce trésor, comme il dit. C'est un élément de grosse... boum, 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 tu déplaces des blocs, et maintenant, dans le bloc qui s'appelle toujours Voyage au bout de la nuit, et puis ensuite, il y a un autre bloc, Mort à crédit, l'enfance, et entre les deux, eh bien, il y a ce bloc qui s'appelle Guerre, qui est là, complètement lié à la scène d'ouverture de Voyage au bout de la nuit, ce type-là qui se prend un shrapnel dans la tête et qui vit toute sa vie avec des acouphènes, lui aussi, qui n'arrive pas plus jamais de sa vie à dormir et qui en fera comme ça son établi d'écriture. Puis bien sûr, d'autres blocs qui viennent s'ajouter, et puis moi, c'est vrai que à 3 ans d'écart, tu te rappelles plus forcément très bien du détail, donc il y a Casse-Pipe, ce truc dont on ne connaissait qu'un fragment, ben ça y est, il y a la version complète, il y a des petites choses annexes, des nouvelles, des trucs, là, sa légende du roi Krogold, etc. Ça, j'ai pas un gros intérêt. Et puis, on découvre aussi que dans cette caisse en bois, avec 6000 feuilles attachées par des pinces à linge, mais que personne n'avait jamais dépouillé avant Thibaudat, ben, il y a aussi des correspondances avec Brasillac notamment, et qui maintenant, hop là, sont partis sous le boisseau. Et puis, ben, il y a ce
ce que Pierrat nomme le dossier juif, en tout cas qui là dans tous les trucs de procès là qu'il va déballer, qui sont nommés comme ça, c'est-à-dire par exemple toute la documentation qu'il accumule pour écrire ces saloperies de pamphlets. Et la question de les rééditer ou pas, sachant que, par exemple, au Québec, ils sont librement en circulation compte tenu de systèmes de droits d'auteur différents. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller se remouiller les mains dans ce truc-là? Bah ouais, parce que tout d'un coup, là, t'as les articles. Et Pierrat raconte très bien comment un journaliste du Monde, Jérôme Dupuis, s'installe là en collaboration avec eux pour lancer le truc, comment les autres journaux réagissent. Bon, ça, si je dirais, c'est un petit peu l'écume sur le truc. Mais une fois soufflé l'écume, tu plonges dans le bazar. Et t'apprends, et t'apprends, et t'apprends, et t'apprends. Alors, est-ce qu'il faut croire à Emmanuel Pierrat? Je sais qu'il va écouter la vidéo, donc j'y vais franco quand même. J'ai jamais vu Pierrat comme ça. Pierrat, c'est du solide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant très longtemps, je crois, en tout cas plus de 10 ans, il a tenu une chronique juridique dans Livre Hebdo, toutes les semaines. C'est un régal. Moi, je me suis fait mon éducation juridique avec les chroniques de Pierrat. Et là, tout d'un coup, t'as un Pierrat énervé, en colère, qui balance des noms, qui raconte ce qu'il considère comme des trahison. Tu te dis, bah dis donc, si c'était pas Pierrat, tu lui dirais, hey, va voir Emmanuel Pierrat qui te conseille avant de dire des choses comme ça. Même ce pauvre Édouard Louis, à un moment là, blam, qui se prend une claque dans la figure, il se fait traiter d'obtus, je sais pas, alors qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? On n'en sait rien. Il y a l'IMEC, alors que l'IMEC, là, c'est ce fonds d'archives en Normandie qui dispose déjà d'un gros fonds Céline, alors que là, ces manuscrits, pour l'instant, ils sont sous le boisseau, bah, il sort pas grandi, là, non plus, de cette tractation. Mais alors, la directrice, là, qui est pas nommée, mais qu'est-ce qu'elle se prend, là, aussi, dans la figure? Et puis, les exécuteurs testamentaires. Alors, vous voyez, j'entre là petit à petit. Alors reprenons l'histoire, tranquillement. D'abord, Jean-Pierre Thibaudat, comment il entre en possession de cette caisse? Eh ben, là, moi aussi, dans tout ce qui était, tous ces articles, tout ça, c'était... ouais, alors tout ce que je savais, c'est que Céline, quand il part pour Sigmaringen, vous savez, d'un château à l'autre, et qu'il est temps, et on s'enfuit, t'as pas le temps de prendre tes affaires, t'as même pas le temps de les planquer, la libération de Paris approche, déjà il y a eu le débarquement, il faut se barrer, et se barrer, eh ben, t'emmènes pas, en tout cas, t'emmènes le chat, mais t'emmènes pas les manuscrits. Et même pas le temps d'aller les mettre dans une cave chez sa mère, et tout ça, ça reste dans son appartement avec tous ses meubles. Donc Céline, dans cet exil, vous savez, nord, qui est peut-être aussi un livre, en tout cas un livre majeur pour moi, là, a débarqué à Berlin, là, dans ce foutoir de la fin de guerre, tout éventré, tout bombardé, et finalement, après un séjour dans une ferme, arrivant à rejoindre le Danemark, mais là, le truc de prison, et puis ensuite revenir en France, mais dans quelles conditions, et puis dans cette aigreur qui est évidemment la sienne. Ah ouais, mais l'appartement, il n'y a plus rien dedans. Alors pourquoi l'appartement, il n'y a plus rien dedans? Parce que là, moi, c'était pas plus que ça. J'imaginais que en tant qu'appartement d'un collabo, il avait été plus ou moins dévasté, pillé. Non, c'est pas ça. Alors vous voyez, c'est juste là, carrément presque à la fin du livre de Pierrat. C'est-à-dire que dans tout ce dossier, Jean-Pierre Thibaudat, en tant que journaliste, se prévaut du secret des sources pour ne rien dire de comment ces manuscrits lui ont été remis. Simplement, à un moment, ça va craquer, puisque, je vais en parler ensuite, les exécuteurs testamentaires de Lucette Almanzor, la compagne de Céline, décédée à 107 ans.
Et là, on en découvre aussi de comment elle vivait, comment il fallait des sous aussi pour les soins dans le grand âge, pour qu'elle puisse rester chez elle. Et puis, autre chose aussi qu'on découvre, c'est Céline a eu une fille dans sa jeunesse. Cette fille a refusé l'héritage de son père. Mais à l'époque, c'était rien financièrement, mais la question morale, les pamphlets, le statut de collabo justifiait ce refus de prendre l'héritage. Simplement, cette fille, elle a eu 2 enfants, et maintenant il y a 5 petits-enfants, et là, tout d'un coup, on va lire un passage juridique de Pierrat. C'est que, oui, on peut refuser l'héritage matériel, mais le droit moral, qui lui n'est pas prescriptible, eh bien, ces petits-enfants, maintenant que ça représente la valeur des manuscrits de cette caisse, ça pourrait être 30 millions d'euros. C'est affolant. Tout d'un coup, on ne peut pas revenir sur le refus de leur grand-mère d'avoir refusé l'héritage, mais le droit moral, lui, il est imprescriptible, et ils en disposent toujours. Et tout d'un coup, on s'aperçoit de quelque chose qui devient insoluble. Alors insoluble, elle est où la dramaturgie? Lucette Almanzor, donc elle, celui qu'elle a désigné d'abord comme exécuteur testamentaire, c'est l'avocat François Gibault. Moi, je connaissais rien de la vie de François Gibault. Voilà que j'apprends que ce gars collectionne les Dubuffet et les Chessac. Chessac, vous savez, là, le mari de l'institutrice de Vix, qui était ami de mon instituteur de grand-père, qui lui était Adam Vix, et puis Chessac qui venait, là, qui était copain du curé de Vix, et que donc ma grand-mère aimait pas à cause de ça, qu'il était copain avec le curé de Vix. Ben voilà, chez ça qu'il est dans ce monde-là aussi, là, la pagode, là, ces gens qui possèdent des hôtels particuliers là, dans Paris, et ce François Gibault, qui était un proche d'Emmanuel Pierrat, même comme si Pierrat, on a l'impression qu'il l'avait volontairement mis, là, avec le musée du barreau, et tous ces trucs d'archives aussi, là aussi, les archives de la guerre, Tixier-Vignancourt, et tous ces dossiers qui sont si bizarres. Ben, Pierrat avait mis ses pas dans ceux de François Gibault. Donc quand Thibaudat lui amène les manuscrits, premier truc, c'est téléphoner à François Gibault et dire « on se voit demain au cabinet ». Et Gibault, qui est exécuteur testamentaire, et lui aussi maintenant dans le grand âge, eh bien, en tant que dépositaire des droits de Céline, c'est le continent des droits d'auteur, puisque Lucette Almanzor est décédé, et lui vit avec un peintre chinois, ils ont un enfant adoptif par une mère porteuse en Californie, voilà tout ce qui déballe, Pierrat. Et tout d'un coup, tu t'aperçois de qui aujourd'hui va hériter des droits de Céline. Oui, mais Lucette Almanzor est une dame là, qui l'aidait beaucoup dans les derniers temps, et cette dame aussi est devenue exécutrice testamentaire, sa propre fille est procureure à Paris, et voilà les gens qui règlent les droits de Céline. Et puis les droits de Céline, eh ouais, mais en 2031, 70 ans après la mort de Céline, d'accord, 61, mais 2031 c'est dans 6 ans, c'est tout près. Eh bien, tout de Céline passe dans le domaine public. Avec là encore la question des héritiers et du droit moral qu'ils peuvent exercer ou pas. La justice, on n'a pas encore décidé. Et tout d'un coup, on rentre là, littéralement dans les méandres de ce feuilleton. Mais Gallimard, qui a l'exclusivité des droits de publication, c'est rigolo. On informe de tout ça Antoine Gallimard. Il est où Antoine Gallimard? Il navigue sur son yacht. Ah ouais, mais pourquoi là, les 2 volumes des Pléiades sur les 4 ont été recomposés à la va-vite, sans matériaux critiques, avec des préfaces totalement insipides? Et pourquoi on s'est précipité pour faire les folios, pour vendre le maximum de droits de traduction? Eh bien parce qu'on a seulement 6 ans pour le faire. Et là, dès le 1er janvier 2032, ça va pousser partout, les trucs de Céline. Et donc on a un Pléiade qu'on refait à la va-vite. Il en prend aussi un drôle sacrément pour son grade, là. Pas lui forcément Antoine Gallimard, mais toutes ces histoires là, de commerce et de fric, et puis d'autorité sur ces documents. Alors
Si on part à l'envers, on va partir là, quasiment à la fin donc du livre d'Emmanuel Pierrat. Je pense qu'il a écrit, mais alors à toute allure. Souvent d'ailleurs, Emmanuel, il y a des petites répétitions, mais ça fait rien. Mais bon, allez, c'est pas la peine que tu nous redises ce qu'il y a dans la caisse en bois. Et ben voilà, Moranda. Et moi, Moranda, j'avais aucune idée de qui c'était. 1 an jour pour jour après la révélation d'août 2021. Vous voyez que c'est tout frais. C'est à chaud. 3 mois donc après la parution de Guerre, Jean-Pierre Thibaudat décide de révéler enfin publiquement le nom de celui qui avait sauvé les manuscrits de Céline et les lui avait, directement ou indirectement, remis. Il me fait alors relire ce qui prendra la forme d'une dizaine de billets de son blog. Nous sommes certes liés par cette histoire, mais après la plainte infructueuse mais désagréable, il est devenu nécessaire de n'offrir aucune autre prise juridique aux 2 héritiers qui liront ce texte avec une attention peu bienveillante. Au préalable, Jean-Pierre a repris attache avec la famille d'Yvon Moranda, de façon à obtenir son accord à la publication de cette information. Ses premiers articles sont mis en ligne sans indication, il prend toutes les précautions quand même. Puis il raconte nos péripéties, du rendez-vous initial avec François Gibault et sa commère. Tu traites des gens de commère alors qu'ils ont porté plainte contre toi, Pierrat? Jusqu'à notre audition par la police judiciaire, pauvre police judiciaire qui découvre tout ce machin-là, et qui dit « Mais monsieur Pierrat, d'accord, mais quand même, vous pourriez nous aider à comprendre. » Et avec l'art du suspense, ce n'est qu'au bout de quelques jours qu'il précise qui lui a remis les feuillets et dans quelles circonstances. Il indique qu'Yvon Moranda avait été le principal artisan du sauvetage des manuscrits de la rue Girardon. L'appartement, d'où Ferdinand Céline et Lucette Détouche, s'était enfui. Moranda, né en 1913, a été permanent de la CFTC, le syndicat chrétien. Le général de Gaulle le charge dès 1941 d'entrer en contact avec les réseaux syndicaux de résistance. Il se rend à Marseille, d'où il ne rentrera pour Londres qu'à l'automne 1942, à la suite d'un désaccord avec Jean Moulin. C'est pas n'importe qui. Son épouse Claire est résistante comme lui. En juillet 1945, il est fait compagnon de la Libération. Respect. Après la guerre, il présidera les charbonnages de France, dans le moment des grandes nationalisations, EDF, etc. Et fondera en 1965 le Front travailliste, un mouvement gaulliste de gauche, avant d'entrer en 1968 dans le dernier gouvernement Pompidou en tant que secrétaire d'État à l'emploi. Parce que moi, là, pas des choses dont on se souvient. C'est dans la foulée de la Libération qu'on lui affecte logement de fonction, l'appartement de Céline rue Girardon. Yvon Moranda met les meubles de Céline au garde-meubles et emporte les manuscrits qu'il tient à conserver à l'abri de l'humidité. Lorsque Céline arrive du Danemark, Moranda le contacte, lui proposant de lui rendre le tout, à condition qu'il règle les frais de garde-meubles. Céline l'envoie paître et l'injurie. Et un peu plus loin, il y a... qu'est-ce que c'est le message? Céline ne veut pas, à aucun prix, avoir un contact avec quelqu'un de la résistance, qu'il honnit. Le nom de Moranda ne m'était pas inconnu avant ma rencontre avec Jean-Pierre Thibaudat, reprise du texte d'Emmanuel Pierrat, puisque l'un des fameux dossiers que m'avait confié Émile Bramy quelques années auparavant lui était entièrement consacré. Cette pile de documents, vraisemblablement issus des archives de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, etc., on découvrait encore une lettre de M. François Parlier, l'avocat de Moranda, à son confrère Tixier, justement, au sujet du mobilier de Céline, envoyé le 26 septembre 1952, et à laquelle Tixier répond le 1er octobre. Le même jour, Tixier écrit à Céline, fixe un rendez-vous téléphonique et le recontacte Parlier dès le lendemain pour évoquer le mobilier de M. Moranda réclamé par Céline. Inversement, encore un courrier de Tixier à Parlier et enfin une lettre d'un certain Maillard, etc. Et je saute. L'écrivain meurt donc en 1961 sans avoir revu ces textes qu'il croyait perdus. C'est-à-dire que Céline ne veut pas payer, je crois que c'était 35 000 francs, là, les 7 ans de garde-meubles. Bon, d'accord, mais il considère que les manuscrits ont été, hop là, évacués, qu'il ne les reverra pas. Donc,
il laisse tout aller comme ça. C'est un refus en bloc. À la mort de Céline, Moranda demande à ses enfants de ne rien rendre public avant la mort de Lucette des Touches. Céline lui en a voulu d'avoir sauvé ses meubles et ses textes. Et finalement, les meubles sont vendus aux enchères, Céline les refusant, et a priori, il sait qu'il y a des textes avec, mais il n'a plus idée de ce que c'est, et dans tous ses bouquins ensuite, il y aura toujours mention de la version de Casse-Pipe disparue, et de sa légende du roi Krogold, c'est-à-dire que même la perte des manuscrits devient pour lui une espèce d'enjeu narratif. L'écrivain meurt donc en 1961 sans avoir revu ses textes qu'il croyait perdus pour de bon. Il racontait partout que ses écrits ont été pillés, détruits. Ce qui était faux. Leur destruction fait partie de sa légende et alimente sa rage. C'est juste un truc là qui reste obscur chez Thibaudat-Pierrat. Est-ce que Moranda, en réclamant de Céline le prix du garde-meuble pour la restitution, mais il n'avait pas ouvert la caisse. Vous savez qu'il y avait la caisse de papier, c'est tout. Il était sans doute plus simple, ce vieux collabo aigri. Je suis sûr que tout ce qu'on découvre de Céline, là, ça nous décape aussi. Là. Finalement, on finit toujours par se pacifier. C'est-à-dire l'admiration qu'on peut avoir pour Voyage au bout de la nuit, parlait que celui-là. Mais Amour à crédit, Yanor, tout ça, fait que... wow, quel bonhomme c'était devenu de refuser d'admettre qu'un ennemi politique, un gaulliste de gauche résistant par surcroît, ait pu être capable d'un tel geste. À la mort de Céline, Moranda demande à ses enfants de ne rien rendre public avant la mort de Lucette des Touches. Céline lui en a voulu d'avoir sauvé ses meubles et ses textes. Lucette des Touches a sans doute eu connaissance de cette situation. La caisse restera au grenier de la maison des Moranda à Neuilly jusqu'à ce qu'Yvon Moranda, à son tour, disparaisse en 1972. Sa femme, Claire, lui survivra jusqu'en 1985. C'est Caroline, l'une des deux filles du couple, qui va recueillir les manuscrits. L'entourage d'Yvon Moranda, ils ont des amis communs, témoigne à Jean-Pierre Thibaudat toute sa confiance quant à la façon dont il en prendra soin, l'homme de culture qu'il est, pas n'importe qui, je vous assure, je considère comme un ami, ayant de fait pris conscience de leur importance pour le patrimoine littéraire au fur et à mesure de leur déchiffrage et de leur lecture. C'est-à-dire que tant que c'est dans la caisse, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Et voilà comment, en 1985, donc bien longtemps avant la mort de Lucette des Touches, Jean-Pierre Thibaudat dépose tout ça sur le sol chez lui, ne le touche qu'avec des gants blancs, ce qui ne sera pas l'affaire, là, les flics, les héritiers, tout ça va commencer à classer. Tout est mélangé, tout est empilé. Donc qu'est-ce qui relève de casse-pipe? Qu'est-ce qui relève de guerre? Qu'est-ce qui relève de la correspondance? Qu'est-ce qui relève là de ce dossier noir qui est le dossier juif, ce qu'il nomme comme ça? Et à partir de ce moment-là, ces feuilles, pendant plus de 15 ans, Thibaudat, 6000 feuilles, va les transcrire. C'est-à-dire ce qu'il a, qu'il remet à Pierrat, c'est une petite clé USB. Et cette clé USB, il y a toute la transcription que lui a faite, et Gallimard refusera de s'en servir. C'est-à-dire, ils vont publier en folio et en Pléiade Guerre et Londres et Krogold, etc. Mais en refaisant un déchiffrage, alors que Thibaudat, qui a passé 15 ans, a fait ce déchiffrage bien mieux qu'eux. Et puis a fait tout un travail critique de relier aux autres textes, de rassembler, parce que Casse-Pipe, c'est un foutoir monstre entre la partie publiée, les bouts qui ont réchappé, les transcriptions dactylo, etc., etc. Ça, disons, c'est intéressant du point de vue phylogénétique, mais c'est pas ça qui fait le thriller, là. C'est-à-dire, par exemple, donc, ce retournement là, de l'exécuteur testamentaire de Lucette Almanzor, et une communauté, y compris Henri Godard, qui est évidemment maintenant tellement vieux, personne va lui chercher pouille, mais qui a été un immense, tout son travail sur Céline. C'est comment lire une œuvre quand l'auteur se livre à pareille abjection. Et Godard, pour moi, c'est un modèle d'approche intellectuelle d'une problématique dont aucun de nous peut se prévaloir indemne.
Donc lui, on le laisse. Mais il y a ce Émile Bramil, par exemple, qui a énormément enquêté aussi sur ce qu'avait pu devenir tel et tel texte et tel truc. Et puis tous ces gens-là, tout d'un seul coup, la caisse arrive. Chez Thibaudat, c'est plus une caisse, il a rangé ça dans 2 énormes valises. Pierre raconte ça, la première fois que Thibaudat arrive à son cabinet, il lui a dit « Bon, ben, amenez-moi ces manuscrits ». Et il voit 2 valises, je lui dis « Mais je vous avais dit un rendez-vous, je ne vous ai pas dit de vous installer chez moi ». « Ah ouais, mais il y a ces 2 valises extrêmement lourdes ». Et comme personne n'avait pu supposer l'existence d'un tel massif, ce François Gibault, donc au lieu de... alors Pierrat en fait même un truc, c'est-à-dire ils ne sont pas au courant qu'il y a une 2e exécutrice testamentaire, et que cette dame, quand elle vient à la réunion, en fait, Gibault, qui vient souvent chez Pierrat, prend un beau fauteuil, Pierrat il est dans son propre fauteuil, Thibaudat il est à côté de lui, et puis il reste plus qu'une chaise qu'on fait venir là du bureau à côté de la salle de réunion pour cette dame qui va se vexer. Est-ce que c'est... Il ne faut pas personnaliser comme ça, mais tout d'un coup, au lieu d'une espèce... Thibaudat, il a dit, mais moi je n'en suis pas propriétaire. Par contre, comment on organise le dépôt à la BNF, comment on organise un respect du point de vue littéraire qui tienne compte de l'abjection de l'auteur, et qu'on puisse construire ensemble une approche de critique de ces manuscrits. Et lui, visiblement, de toute façon, il sait dès le départ. Il sait dès le départ qu'il n'a aucun droit à la commercialisation de ce dont il est dépositaire. Ce qui n'est pas non plus évident, puisque, vous savez, c'est l'adage... en matière de meubles, possession vaut bien. Et là, Pierrat va nous exposer à chaque fois les entrelacs juridiques, puisqu'il ne s'agit pas de meubles, il s'agit de documents qui relèvent de droits d'auteur, pour encore 7 ans jusqu'en 1932, qui relèvent du droit d'auteur pour encore 8 ans maintenant jusqu'en 2032. Thibaudat aurait pu tout simplement garder ça encore 8 ans chez lui, et puis en faire la révélation et la publication. Et c'est là où tout d'un coup, parce qu'il y a cette espèce de temps compté, de 8 ans, qu'on voit se développer là, tout ce conflit, et qu'on le vit de l'intérieur. Et peut-être justement, pour nous, il y a ce qu'on apprend sur ces manuscrits, sur leur mise à l'écart. Qu'est-ce qu'ils font maintenant, où ils sont dans un coffre auquel personne n'a accès, sur l'utilisation commerciale par Gallimard à la va-vite, et sur cet entrelac de la question des biens, qui peut les vendre aux enchères entre les 2 exécuteurs testamentaires qui eux-mêmes passent le relais parce qu'ils sont très âgés à leurs propres héritiers, et puis les 5 arrière-petits-fils de Louis-Ferdinand Céline, dont la grand-mère, sa fille, a refusé l'héritage, mais qui reste dépositaire d'un droit moral. Et la question, donc, par rapport aux possessions vaut bien, c'est que la question de la divulgation est elle-même un entrelac juridique. Un entrelac juridique sur lequel se greffent alors des tas de jurisprudence, d'intérêt du patrimoine, d'intérêt du savoir. Et là, je pense que la leçon juridique, quelle que soit la colère d'Emmanuel Pierrat, d'avoir été confronté, alors de son point de vue, à une telle absurdité, ou à tels ongles crochus compte tenu de la valeur des documents, comment, qui organiser leur sauvetage, leur mise à disposition de chercheurs, et puis quand, etc. Donc ça, j'allais dire, c'est la partie polar, c'est-à-dire on vit ça depuis là... le bureau de Pierrat, ses rendez-vous, ses échanges, ses mails, et de l'autre côté, il y a ce qu'on découvre du labyrinthe juridique qui tout d'un coup, c'est comme un gant, là, vous savez, c'est Francis Ponge qui dit « L'autre est amant, il a retourné la littérature comme un gant ». Tout d'un coup, le contexte juridique
Là, c'est lui qui est retourné comme un grand. C'est-à-dire, ces trucs-là, on s'imagine, c'est simple, hein, t'as les droits d'auteur, les ayants droit, le droit moral. Ouais, mais sur un cas d'espèce pareil, ça devient l'enfer. Et là, ce qu'on traverse, waouh! Et là, peut-être en fin de cette vidéo, je pourrais juste vous parler un tout petit peu de cette question du droit de divulgation. Il y a un titre de chapitre chez Pierrat. Des pinces à linge aux têtes de gondole. Céline en une du Monde et dans le monde entier. 2 valises et un rendez-vous. Céline en droit et en stratégie. Tout d'un coup, ça va reparler aussi d'Antonin Artaud. Je vous en donne un tout petit moment, rien que pour vous donner envie d'aller y voir chez Pierrat. L'enchevêtrement de textes inédits et de nouvelles variantes, de textes connus et de lettres jamais lues, ajoute aux difficultés de l'affaire. Que peut-on rendre public ou non, publier et éditer, rendre accessible à la recherche? La faculté de divulguer est un attribut du droit moral, ce qui lui donne une puissance particulière. Quand bien même un écrivain serait lié par un contrat et tenu de livrer un manuscrit, les tribunaux ne peuvent l'y forcer s'il s'y refuse. Les magistrats lui demanderont de verser à l'éditeur une compensation pécuniaire, mais en aucun cas ils ne lui feront obligation de lui livrer son œuvre. De même, quiconque entre en possession du support matériel d'une œuvre ne peut la divulguer qu'avec le consentement de l'auteur. C'est ainsi que le propriétaire d'un tableau ou d'un manuscrit peut se voir interdire de le rendre public. Quant aux conditions du procédé de divulgation, dont l'auteur reste maître selon la loi, il s'agit tout simplement du droit attribué à l'auteur de librement décider, par exemple, que sa pièce ne sera publiée mais seulement jouée, ou bien récitée mais non jouée, etc. Cet aspect du droit moral ne doit pas être pris à la légère. Il a ainsi été jugé par la Cour de cassation le 25 février 1997 que la production d'un manuscrit inédit en justice constituait une divulgation de l'œuvre et donc une violation du droit moral. Et le tribunal de grande instance de Paris a rappelé le 21 septembre 1994 qu'une autorisation de consultation d'archives inédites ne permet pas aux chercheurs de divulguer en librairie l'œuvre ainsi découverte. Le droit de divulgation s'étend jusqu'aux conditions de la révélation. C'est ainsi qu'un auteur peut invoquer ce droit moral pour refuser une exploitation sur certains rapports. Le 13 février 1981, la Cour d'appel de Paris a jugé, à partir de portraits représentant Jean Anouilh, que si le photographe avait autorisé Paris Match à divulguer les 5 photos en cause dans son magazine, il n'avait jamais autorisé TF1 à les divulguer par la voie de la télévision. Perpétuel, comme tous les droits moraux, et franchissant donc la frontière du domaine public, le droit de divulgation est transmissible par voie successorale. Au terme du Code de la propriété intellectuelle, après sa mort, le droit de divulgation de ces œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. À leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant, par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de choses jugées de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Bref, il y aura toujours quelqu'un pour veiller au grain et je voyais mal comment nous allions pouvoir passer outre ce risque. Alors que Jean-Pierre Thibaudat s'apprêtait à publier en octobre 2022 le récit de ses aventures, comme une analyse de ce qu'il avait conservé et surtout déchiffré, le service juridique de Gallimard s'est fendu à son encontre d'une lettre de mise en garde pour éviter qu'il ne divulgue le contenu des textes alors encore inédits. De fait, l'exercice post-mortem du droit de divulgation a donné lieu à quelques-unes des plus retentissantes affaires politico-littéraires. Le Code de la propriété intellectuelle envisage également les cas d'abus notoires dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé. La Cour d'appel de Paris a ainsi sanctionné le 24 novembre 1992 la publication des cours de Roland Barthes.
Les séminaires de Jacques Lacan ont été examinés par le tribunal de grande instance de Paris le 11 décembre 1985. Plus récemment, le 24 octobre 2000, la Cour de cassation a mis un terme à l'affaire Antonin Artaud. Les hauts magistrats ont rejeté les demandes du neveu du créateur visant à interdire aux éditions Gallimard la publication du 26e tome de ses œuvres. Ils ont estimé que le droit de divulgation post-mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'œuvre en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant. En l'espèce, l'édition des œuvres complètes d'Antonin Artaud, voulue par l'auteur, entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté, etc., etc., etc. Ainsi de suite, ainsi de suite. J'arrête là, allez y voir. Mais franchement, là, c'est... Moi, j'avais d'autres choses à lire en ce moment. Là, je suis dans Romain Bertrand, là, les grandes déconvenues, là, les expéditions à Sumatra dans les années 1500, 1520, 1530. Un truc qui m'éclaire sur Rabelais constamment. Et je pensais, le livre de Pira, l'affaire Céline, je dis, oh, bah, c'est bon, c'est tout l'affaire Céline. Puis chop, tu ouvres. 2 après-midi. Oh, une baffe. Boum. Dont acte.